Le 5 février 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Agent X-27, Dishonored, texte intégral. Le scénario de X-27, le nouveau film de Sternberg et Marlène Dietrich, évoque la plus puérile littérature d'espionnage. Il est un tissu des invraisemblances accoutumées, trop classiques pour apporter à notre imagination le moindre excitant, et, à plusieurs reprises, d'une candide absurdité. Un espion russe, par exemple, prisonnier des Autrichiens, s'en va tranquillement par la fenêtre d'un quartier général pour trouver, à point nommé, exactement à 10 mètres de là, un avion abandonné qui lui permettra de rejoindre ses lignes. Pour le reste, ce sont les rouages mystérieux du service secret vus par un romancier de 14 ans. On démasque les traîtres grâce à leur fume-cigarette, l'on déchiffre en musique les plans d'état-major volés à un officier ivre, et il n'y a plus qu'à jouer la sonate pour connaître tout un dispositif d'attaque. On supporte cependant durant 1 heure et demie cette pesante affabulation parce qu'on la retrouve dans la bouche d'un maître narrateur. Sternberg n'a pas son égal pour placer les points de suspension. C'est au cinéma une qualité qui demeure toujours précieuse. Sternberg ne s'est embrouillé et n'a laissé languir ses chapitres qu'une fois, dans Cœur brûlé, Morocco de désastreuse mémoire, parce que cette histoire africaine, pleine de soleil et de panache, ennuyait cet Autrichien maladif, poète des boudoirs ténébreux, des plafonds enfumés et des docks noyés de brume. Aussi pauvre en observation et en substance psychologique, X-27 est un film beaucoup moins décourageant, parce qu'il a permis à l'auteur des jeux de lumière sourdes, de décors clos, étouffants. Sternberg, certes, a renié la cause de ce que l'on nommera, faute de mieux, le cinéma intelligent, le cinéma comme activité de l'esprit, disent dans leur jargon les esthéticiens de sa patrie. Du moins a-t-il conservé la liberté de ses mains pour façonner d'un pouce agile et décidé la glaise la moins malléable qui soit. On ne pouvait pratiquer un découpage plus adroit de cet informe et médiocre scénario. Les obscurités et les longueurs, d'abord agaçantes, du prologue étaient nécessaires pour fouetter notre attention. Sternberg a ménagé toutes les échappées possibles à une intrigue boiteuse et lourde. Il s'efforce de tricher avec la niaiserie de ce sujet, de nous faire croire qu'il va s'élargir, éviter les ornières du feuilleton. Il dissimule, aussi longtemps que possible, la grossièreté des ficelles. Il ne s'agit pas de rythme, d'autorité sur les acteurs, mais de la technique du récit, de l'exposé d'une anecdote. Nous laisserons au spectateur le soin de juger tout ce qu'elle a d'abracadabrant, de grossier, et encore une fois, d'enfantin. Nous ne pensons pas que l'on eût pu nous la conter avec plus d'astuce, arriver, par d'autres moyens, à nous faire partager de temps à autre la nouvelle destinée de Marlène Dietrich, viennoise, veuve d'un officier, réduite à la prostitution. Elle rencontre, dans les plus mauvais jours de 1915, le directeur des services secrets. Il l'incorpore sous le matricule X-27. Elle réussit plusieurs missions. Elle dépiste un dangereux espion russe. Elle luttera contre l'attraction que cet homme courageux et fort lui inspire. Elle y a d'abord d'excellentes raisons, car il manque de la faire fusiller. Jusqu'au jour où elle le laissera échapper et paiera de sa peau cette coupable faiblesse. Car X-27, ce n'est que cela, avec 2 ou 3 débats dont on devine le ton, sur l'âme des femmes fatales et la sincérité de leur amour. Et nous sommes le premier à déplorer que le surtalent de Sternberg s'exerce à de telles fins. À 2 reprises, l'auteur a pu nous laisser croire que son film allait devenir d'une sobre et tragique beauté. Tout d'abord, lorsque Marlène Dietrich, déguisée en paysanne, est arrêtée dans les lignes russes, tombe entre les mains de son adversaire, l'espion aviateur. Juge et condamné tacitement décident d'attendre ensemble,
devisant, buvant, s'aimant, l'aube qui amènera 12 soldats en armes. Épisode de mélo, sans doute, mais la vigueur des interprètes lui donne un singulier relief. Nous avons espéré un instant que le film s'arrêterait là. Hélas, Marlène Dietrich verse à son gardien un narcotique et sauve sa vie pour cette fois. L'autre erreur est encore plus lourde, car elle brise le ressort d'une émotion nue, irrésistible. Marlène Dietrich, traître à sa patrie, va mourir sous les balles des siens. Sternberg, en grand peintre, a dressé le décor sinistre, noir et blanc, dans un bastion, une cour banale, couverte de neige, au petit matin. Hardiment, il montre des premiers plans de la condamnée, revêtue d'un de ces atroces et frivoles uniformes du trottoir, une de ces robes à plumes, comme en portait déjà Evelyn Brent dans les nuits de Chicago. Il y a là 20 secondes d'une poignante, d'une horrible poésie, car à travers le mépris et le stoïcisme, ce qui domine sur le visage de cette femme impavide et qui a refusé de se laisser bander les yeux, c'est le sentiment d'une intense curiosité, au seuil de la terrible aurore. Ce n'est pas la première fois que l'on relève dans un film de Sternberg des coïncidences baudelairiennes. A-t-on soufflé à Marlène Dietrich cette admirable indication? Est-ce le réflexe d'une artiste qui nous étonnerait souvent si elle n'était condamnée à besogner? On l'ignore. L'instant, dans tous les cas, est prodigieusement dramatique. Mais voilà que le jeune officier qui commande le peloton, et n'a plus qu'un ordre à passer, se met à trembler sur ses bottes et jette son sabre en hurlant, ouvrez les guillemets, « Non, je ne veux pas tuer cette femme, assassin ! C'est ça votre guerre, votre patriotisme. » Fermez les guillemets. Il nous faut partir sur cette irréparable gaffe, car Marlène Dietrich tombe aussitôt sous le commandement d'un chef moins pusillanime. Ah, le crétinisme de nos contemporains et de leur cinéma. Nous devons cette fois en toucher le bas-fond. N'oublions point que cette diatribe, brève, mais bien sentie contre la justice militaire, n'a pas été du tout du goût de messieurs les hitlériens, qui ont chahuté copieusement le film et porté aussitôt Sternberg et l'innocente Marlène Dietrich à leur index. Tout devrait être dit à propos d'un film quand on y a signalé des bourdes de cette taille. Il reste cependant les acteurs qui n'en sont pas responsables, Sternberg peut-être pas davantage, et qui font de leur mieux. L'excellent Victor McLaglen, après avoir incarné le matelot ou le troupier idéal, joue avec une prestance superbe l'officier supérieur. Zefferitz, avec son masque de Condor, n'a aucune peine à rentrer une fois de plus dans la peau d'un personnage implacable. Tous les fervents de Marlène Dietrich la retrouveront, s'offrant et s'esquivant tour à tour, dominant de si haut la canaillerie où elle paraît avoir accepté de vivre. Par bonheur, les photographes d'Hollywood n'ont pas encore cherché à la faire plus belle que nature. On a écrit à l'envi qu'elle avait trouvé dans X-27 un rôle taillé sur mesure. S'il lui convient autrement mieux que l'imbécile incarnation de Cœur brûlé, il n'en est pas moins vrai que l'on y commercialise le talent d'une comédienne qui n'aurait pas fini de nous émouvoir si on la laissait un peu plus libre.